Rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali, du plan politique à la question des droits de l'homme en passant par la sécurité et l'accord pour la paix et la réconciliation. Le chef de la diplomatie malienne a apporté des éclairages nécessaires du gouvernement aux documents soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Bamako accueille la 59e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. La réunion se tient autour du thème l'intégration sous-régionale dans un contexte de crise multidimensionnelle dans la région. Quelle synergie d'action pour faire face aux défis communs? Également dans l'actualité, la fin ce matin de la première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2022. 183 affaires ont été jugées concernant 444 accusés. Les infractions sont liées aux droits communs, au terrorisme ou encore aux infractions économiques. La 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siaou, a ouvert ses portes ce matin sous la présidence du président du Faso. Le Mali est représenté par une forte délégation conduite par le ministre en charge de la question, Andogoli Guindo. Thème de l'événement, artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir. Direction d'abord la présidence de la République où le personnel a présenté ce matin ses vœux de nouvel an au chef de l'État. Il salue particulièrement l'engagement et la clairvoyance du président de la transition face aux multiples défis qui se posent au Mali. Le personnel réaffirme sa détermination à accompagner le président Assimi Goïta. Dougoufana Traoré et Tchédje Kamara, reportage. Ils étaient tous présents ce vendredi saint pour présenter leurs vœux au président de la transition. Il s'agit de ces hommes et de ces femmes, toutes catégories confondues, qui travaillent au quotidien auprès du chef de l'État. En choisissant ces jours bénis, les travailleurs de la présidence voulaient par la même occasion implorer le bon Dieu pour qu'il guide les pas et éclaire les choix de celui qui constitue la première institution de la République. Il est 10 heures quand le ministre secrétaire général de la présidence fait son entrée dans la grande salle des banquets au palais présidentiel. Il est suivi quelques minutes plus tard par le président de la transition et la cérémonie peut commencer. Le secrétaire général de la présidence, Mamadou Oulalé, au nom de l'ensemble du personnel, a salué la clairvoyance du chef de l'État qui a permis de surmonter bien d'épreuves. Quoi de plus réjouissant que d'être à vos côtés dans cette ferveur pour servir avec loyauté le vaillant peuple malien. Au nom du président de la transition chef de l'État, nous sommes honorés de vous adresser nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Les 365 jours ont été marqués par de nombreux défis liés au contexte sociopolitique, économique, sécuritaire, parsemé d'embûches savamment entretenues dans des manèges alliances sous-régionales. Tout cela a été sans effet grâce à votre leadership et votre clairvoyance. Pour notre part, il nous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de vous réitérer la solidarité de l'ensemble du personnel de la présidence. S'adressant à ses collègues, le ministre secrétaire général de la présidence a salué leur assiduité et leur perspicacité qui ont permis d'engager des résultats positifs aux côtés du chef de l'État. Il nous paraît opportun de rappeler l'appui et l'engagement du personnel en faveur de la mise en œuvre des heures sociales, l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, celle du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR. Excellence, Monsieur le Président de la transition chef de l'État, l'assiduité du personnel a permis ces acquis. Dans le souci de conforter votre engagement au titre des œuvres sociales, nombre de reportages, de publi-reportages et de magazines ont été réalisés à cet effet par notre service de communication, l'ORTM et l'ESSOR. En réponse, le président de la transition a salué le travail abattu par ses collaborateurs, un travail qui nécessite un don de soi et un sens élevé de patriotisme. Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence,
Si travailler au sein de la présidence de la République paraît être un prestige, comme beaucoup de nos collaborateurs pourraient le penser, à tort ou à raison, il reste néanmoins évident que cela est loin d'être une sinécure. C'est pourquoi chaque membre de la présidence, à quelque niveau qu'il se trouve, doit en permanence se poser la question sur ce qu'il est censé apporter à la première institution pour consolider sa performance et son exemplarité. Je m'en voudrais sans doute, Monsieur le ministre, de ne pas vous féliciter pour votre engagement constant, preuve de votre sens du devoir que vous ne cessez d'insuffler à vos collaborateurs par un leadership pédagogique, empreint de bienveillance, comme le recommandent nos valeurs sociétales. Par la même occasion, j'exhorte tous les travailleurs de la présidence à s'approprier davantage les grands trois principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En vous y conformant dans l'exercice de vos responsabilités quotidiennes, vous apporterez indiscutablement un précieux soutien à l'idéal du Mali croix. C'est également un grand intérêt que j'ai noté les recommandations ici formulées par vos soins, tout en y accordant l'attention nécessaire. Et je voudrais toutefois souligner que le grand défi qu'il nous revient de relever est, à mon avis, celui de la sobriété au regard du contexte économique drastique. Au cours de cette présentation de vœux, des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme de nos disparus. À la primature, réunion du comité d'orientation de la refondation de l'État, c'est en prélude à la rencontre avec le CINSER ANR, comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises de la refondation. Il s'est agi d'échanger autour du premier rapport sur l'état de mise en œuvre des plans d'action du cadre stratégique de la refondation. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, donne plus d'explications au micro de Nouhoum Sissoko. Le Conseil d'orientation de la refondation de l'État, réunissant l'ensemble des ministres sous la présidence du Premier ministre, a examiné le rapport de démarrage justement du suivi de la mise en œuvre des actions. Le constat est que, à la satisfaction générale, les actions prioritaires complémentaires et certaines actions du plan d'action de la refondation de l'État connaissent un niveau d'exécution très satisfaisant. Oui, c'est en cours. L'engagement a été pris par les autres autorités de l'État sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de donner corps aux attentes du peuple exprimées lors des assises nationales de la refondation. C'est chose faite. Le rapport final des assises a été transformé en cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti de plans d'action. Les départements ministériels et les structures de l'État sont à pied d'œuvre pour mettre méthodiquement en œuvre ces actions. Et le constat est là. Cette réunion préparatoire, en prélude à une rencontre, une séance de travail avec le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation, a pu donc permettre au gouvernement d'apprécier ce niveau satisfaisant de mise en œuvre et de pouvoir préparer les éléments de réponse à l'attention du CNCRNR qui va alors publier certainement les résultats constatés au niveau du gouvernement en termes de mise en œuvre à l'attention de l'ensemble du peuple malien.
Le chef du gouvernement était hier à Nioro du Sahel pour la remise de distinction au trésor humain vivant, Chérif Mohamed Ould Cheikh Maoula Aïdara Dibouye. Dr Shogel Kokalamaïga a saisi cette opportunité pour saluer la population de Nioro pour sa mobilisation. Le Premier ministre a assuré la volonté des autorités de la transition de poursuivre le combat pour renforcer davantage le rôle des légitimités traditionnelles. Envoyés spéciaux à Nioro, Bourama Traoré et Brahima Koulibaly. Par cette remise de distinction au shérif de Nioro, désormais un nouveau trésor humain vivant, le Premier ministre joint tout simplement l'acte à la parole, une reconnaissance de la nation d'un mérite qui ne souffre d'aucune contestation. Les trésors humains vivants, l'UNESCO a pris cette décision depuis 2003 et 2005. Au Mali, il y en a, mais les Maliens ne les connaissent même pas. Quelques spécialistes les connaissent, mais la transition a décidé que vu ce qu'ils font pour le Mali, ils ne seront plus décorés dans l'anonymat. Ils seront connus de tous les Maliens, ils seront la fierté de tous les Maliens pour que tous les jeunes s'inspirent d'eux. Et il fait partie. On l'a décoré comme médiateur social. Il finit les crises, il calme les gens, il encourage les négociations, il unit le pays. Mais j'ai dit, il y a ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est un grand docteur, un grand médecin. La reconnaissance du mérite constitue une belle source d'inspiration, surtout un bon moyen pour promouvoir la culture du travail bien fait et inviter à plus de sacrifices pour sa mère patrie. Cette évidence sous-entend le combat actuel des autorités de la transition en faveur notamment des légitimités traditionnelles. Les chefs traditionnels, les chefs de village, les chefs de quartier ont rêvé d'une reconnaissance officielle de leur rang et de leur place dans la société. C'est eux la cellule de base depuis la transition. Le colonel Assimi Goïta a pris un décret en Conseil des ministres instituant le 11 novembre la journée nationale de légitimité traditionnelle du Mali. C'est la première fois sous cette transition. Dans un pays pleinement engagé dans les processus de restauration de sa souveraineté comme le Mali, jeter le regard dans les rétroviseurs pour mieux avancer et éviter les embûches s'avère être une stratégie payante et les bons exemples ne manquent pas. Quand nous avons décidé d'inculquer chez les Maliens la fierté nationale, la souveraineté retrouvée, son père fait partie des symboles de la résistance à la pénétration coloniale. Il y a plus de 70 ans, on a éparpillé les Amalis partout dans le monde. On l'a fait voyager de pays en pays, mais ça n'a pas empêché les Amalis de rester debout. Et si on veut cultiver chez la jeunesse la fierté d'appartenir à un pays, vénérer un tel homme, c'est beaucoup de choses pour la génération future. C'est pour cela qu'avec son accord, celui du gouverneur et des autres autorités, le président de la transition a décidé en Conseil des ministres de donner le nom de son père à l'aéroport. Quand l'intérêt d'un combat est bien compris par le peuple, son adhésion devient facile et son soutien total. Le gouvernement de la transition, à en croire son chef d'orchestre, restera droit sur sa ligne de lutte pour le bien-être collectif. Le président a l'habitude de nous dire le centre de gravité du pouvoir de la transition. Assimi Goïta nous dit c'est le peuple malien. Tant que nous avons le peuple avec nous, tant que nous sommes sincères avec le peuple malien, la transition va avancer contre vents et marées vers le grand dessein du peuple malien. Auparavant, le chef du gouvernement avait reçu un accueil populaire. Ici, personne n'a voulu se faire raconter l'événement du jour. À l'image des rues de la Cité de la Lumière, normal que le chef du gouvernement ne goûte pas son plaisir. Cette mobilisation de la population de Nioro du Sahel exprime un sentiment général de reconnaissance aux autorités de la transition des hommes et femmes acquis à la cause du but spirituel.
Pour cette sortie inconditionnelle de la population, un mot simple et facile à prononcer mais lourd de sens résume le sentiment du Premier ministre, celui de merci. Situation politique au Mali, sécurité, question des droits de l'homme ou encore état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ce sont là quelques sujets évoqués dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le document est soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, a pris la parole pour apporter des éclairages nécessaires du gouvernement sur plusieurs points suivants. Sur le plan politique, je salue la convergence de vues sur les avancées notables réalisées durant la période sous examen. En effet, le gouvernement, dans sa volonté de refonder l'État malien, poursuit la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dans le cadre d'un processus à la fois transparent et inclusif. À cet égard, il me plaît d'informer le Conseil que suite à la remise du projet de la nouvelle Constitution à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la commission de finalisation poursuit les consultations avec les forces vives de la nation afin de parvenir à un texte fondamental de large consensus autour des aspirations profondes du peuple malien. À l'issue de ces consultations, le gouvernement se propose de soumettre le projet de constitution à la décision finale des Maliennes et des Maliens au cours du référendum prévu pour le mois de mars 2023. De la même manière, le gouvernement s'attelle résolument à la mise en œuvre des autres actions prioritaires inscrites dans son chronogramme, notamment l'élection d'un conseiller des collectivités territoriales en juin 2023, l'élection des députés à l'Assemblée nationale en octobre et novembre 2023, et enfin, l'élection du président de la République en février 2024. Participe de la volonté du gouvernement de retourner à l'ordre constitutionnel l'installation, le 10 janvier 2023, des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, par le président de la transition, chef de l'État. En outre, la première réunion conjointe entre cette autorité et le comité de pilotage du référendum et des élections générales s'est déjà tenue le 23 janvier dernier. Aussi, le gouvernement a imprimé un coup d'accélérateur à la réorganisation administrative du territoire par l'adoption en Conseil des ministres de 6 projets de loi fixant notamment la délimitation des nouvelles régions créées. Concernant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui a suscité beaucoup de débats au sein de ce Conseil, je voudrais réitérer ici, encore une fois et solennellement, l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre sans équivoque sa mise en œuvre diligente, car nous restons convaincus que c'est la voie essentielle pour une stabilité durable dans notre pays. Je puis vous assurer que des progrès indéniables ont été réalisés, notamment dans le cadre du processus de DDR accéléré, avec l'intégration dans les forces de défense et de sécurité nationale de 1718 ex-combattants provenant de la CMA, de la plateforme et des mouvements de l'inclusivité. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement regrette qu'une fois de plus, le rapport du secrétaire général passe sous silence les efforts et les actions menées par les forces de défense et de sécurité maliennes dans le cadre de la sécurisation du territoire et de la protection des civils au grand bonheur des populations maliennes, même si nous reconnaissons que des défis importants existent par endroits. Et je crois que cette prise de position du rapport du secrétaire général se reflète aussi dans ce que j'entends autour de cette table. Il y a peu de délégations qui saluent le travail qui est fait par les forces de défense et de sécurité. Il y a peu de délégations qui se sont même inclinées devant des morts de soldats maliens sur le terrain. Je crois qu'il est important de relever ces éléments. Les forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à poursuivre les actions offensives lancées depuis décembre 2021 et visant à prévenir et à combattre les attaques indiscriminées ou les représailles des groupes extrémistes contre nos populations civiles et leurs biens. Sur la question des droits de l'homme, qui a aussi fait l'objet de beaucoup de commentaires autour de cette table,
La réduction de 58% des cas de violation des droits de l'homme constatés par le secrétaire général est le fruit non seulement des opérations offensives engagées par les forces de défense et de sécurité du Mali contre les groupes extrémistes, dans le strict respect, je le répète encore une fois, dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mais également la présence accrue de l'État sur une bonne partie du territoire national malgré les défis sécuritaires. Au plan de la justice et de la réparation, le président de la transition a promulgué, comme vous le savez, le 15 novembre, les lois fixant les règles générales de réparation des préjudices pour les violations graves des droits de l'homme. Concernant les défis opérationnels de la MINUSMA, à suivre donc l'intégralité de cette intervention du chef de la diplomatie malienne à New York. Juste après cette édition de New York, rendons-nous à Dakar où la ministre des Transports et des Infrastructures vient de boucler une visite de travail. Il a notamment été question de la relance du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï. Des pièces de réchange destinées aux locomotives maliennes seront bientôt acheminées dans la capitale malienne. C'est l'une des principales informations de cette visite, nous dit Nouhoum Sissoko. C'est dans cet entrepôt situé à Diamniadio qu'est stockée une partie des pièces de rechange destinées aux locomotives maliennes et sénégalaises. Le ministre des Transports et des Infrastructures, en compagnie de son homologue du Sénégal, s'est rendu sur place pour constater de visu ce matériel, indispensable à la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï. Nous allons en tout cas nous accorder pour que ces pièces puissent être triées et celles qui seront envoyées au Mali pourront partir, celles qui resteront dans les ateliers du Sénégal vont rester. D'ici la fin de la semaine, ils vont faire la part des choses, c'est-à-dire mettre à part les pièces pour les C0507 et les pièces à part pour les locomotives GM sénégalaises. Donc les cheminots, ils sont là, ils sont à féliciter et à remercier pour leur résilience. Auparavant, les deux ministres avaient présidé une rencontre entre les techniciens cheminots des deux pays frères. Les deux parties se sont entendues sur les modalités administratives de récupération des pièces de rechange des locomotives maliennes. Cette acquisition va permettre la relance définitive du trafic ferroviaire Bamako-Kaï, qui était lié à la disponibilité des pièces de rechange. Dans la capitale burkinabé s'est ouverte ce matin la 16e édition du SIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le Mali est à l'honneur avec une forte délégation conduite par le ministre en charge de l'artisanat, Andogoli Guindo. Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. C'est le thème de l'édition 2023. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Alpha Maïga et Sidi Modibo Dambélé. Au pays des hommes intègres, Burkina Faso, la capitale Ouagadougou, paraît des plus beaux habits pour le salon international de Ouagadougou SIAO. Dans sa course à sa 20aine d'éditions, le SIAO s'est produit ce qu'il a de plus beau en matière d'artisanat pour une biennale demandée par toute l'Afrique. Cette 16e édition du SIAO, qui s'ouvre ce jour, est d'autant plus exaltante qu'elle est placée sous le thème Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Le thème de cette édition sera aussi utilisé comme un élément qui va permettre aux exposants dans plusieurs pays de l'Afrique occidentale de pouvoir continuer à espérer et être plus résilientes. Notre pays, dont l'artisanat est connu et reconnu à travers le monde, y est fortement représenté. C'est vraiment une preuve de la résilience de nos populations. Une preuve de résilience des artisans. Le Mali participe à cette 16e édition avec une forte délégation que j'ai l'honneur de conduire. Délégation composée d'une 50aine environ. Le génie créateur malien est très prolifique et les produits artisanaux maliens sont d'une très grande qualité. En chiffres, un budget de plus de 800 millions de francs CFA. Et ce n'est pas tout. De 350 journalistes, 350 000 visiteurs grand public sur les 10 jours du salon. 700 stands que nous allons mettre à la disposition des artisans. Aussi, nous attendons autour d'une trentaine d'acheteurs professionnels.
Opportunité pour le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de visiter quelques expositions des artisans. Ici à Bamako, c'est parti pour la 59e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma. Sur la table, les ministres planchent sur quelques rapports et budgets de l'organisation présidée par le Mali. Thème de la rencontre, l'intégration sous-régionale dans un contexte de crise multidimensionnelle dans la région du Liptako-Gourma. Quelle synergie d'action pour faire face aux défis communs. Reportage signé Mamari Kone. Ensemble, faisons de l'ALG, Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, un catalyseur de l'intégration sous-régionale pour un développement harmonieux et sécuritaire de nos États. C'est par ces mots du président du Conseil des ministres du Liptako-Gourma, ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, qu'ont débuté les travaux de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité. Une session qui se tient dans un contexte sécuritaire particulier, marqué ces dernières années par des déplacements massifs des populations victimes d'attaques terroristes et du grand banditisme. D'où le choix du thème « L'intégration sous-régionale » dans un contexte de crise multidimensionnelle dans la région du Liptako-Gourma. Quelle synergie d'action pour faire face aux défis communs? Si les missions initiales assignées à l'ALG étaient le développement des économies des États membres par la mise en valeur concertée de leurs ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agricoles, pastorale et piscicole et de la construction en commun d'infrastructures, à ce jour, la mission a été élargie à la sécurité pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies appropriées qui répondent aux défis sécuritaires dans les États membres. Face à tous ces défis, le président du Conseil des ministres appelle au renforcement de la coopération entre les 3 États membres du Liptako-Gourma, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les conséquences immédiates de cette situation sont une paupérisation accrue de nos populations, une réduction de l'accès aux services sociaux de base à cause de la fermeture de plusieurs milliers d'établissements d'enseignement et de centres de santé, une détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle avec comme corollaire une véritable récession économique dans les zones affectées. C'est pour cette raison que nous devons renforcer notre coopération, surtout au niveau des frontières, et cela à travers une institution commune qui est l'ALG, car cette situation impacte négativement toutes les actions de développement socio-économique entreprises pour améliorer les conditions de vie de nos laborieuses populations. Après avoir félicité les experts des États membres et ceux du secrétariat exécutif pour leur abnégation et pour la qualité du travail, le président du Conseil des ministres a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant à l'autorité et à ses États membres en ces moments difficiles. Nous savons que c'est une session qui se tient au moment où il y a une nouvelle secrétaire exécutive par intérim. Donc nous pouvons dire que c'est une session qui est placée et dans le sens de la redynamisation et du renouveau au niveau de l'ALG. Plusieurs documents sont à l'ordre du jour de cette 59e session. Il s'agit notamment du rapport d'activité 2022, de l'avant-projet des programmes d'activité 2023, du projet de budget 2023 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2021. Clôture ce matin de la première session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2022. 183 affaires ont été jugées concernant 444 accusés. La session a notamment traité des infractions économiques, des infractions liées au droit commun et au terrorisme. Le compte rendu est signé Alouzeni Touré. La première session de la Cour d'assises a connu son épilogue ce vendredi. Au total, 183 affaires concernant 444 personnes étaient inscrites à son rôle. L'examen de ces affaires soumises à l'appréciation de la Cour a concerné 444 accusés, dont 271 détenus, dans une proportion de 254 détenus jugés pour 17 à renvoyer à la prochaine session du chef de motifs divers. Ceci donne la configuration suivante des arrêts rendus. Arrêt de condamnation. 1. Peine de mort. 40. Contradictoire. 24. Par contumace. 16. 2. Peine de réclusion criminelle à perpétuité. 10. Peine de réclusion criminelle à temps. Contradictoire. 56. Par contumace. 22. De ces résultats, le président du tribunal s'est largement félicité malgré les difficultés. La session s'est bien déroulée et a été une réussite totale malgré l'effectif très insuffisant
de conseillers et de greffiers. Dans ce contexte, il convient de remercier et de féliciter tous ceux qui y ont concouru. Le représentant du barreau a vivement remercié les autorités pour les efforts consentis en faveur de la justice, tout en déplorant la lenteur dans la transmission des dossiers. Quand on parle de la tenue de la session d'assises, ça nous renvoie au respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable. Donc pendant la session d'assises, Monsieur le Président, on aura constaté que, en tout cas pour l'une des rares fois, de moi d'avocat ou de deux avocats que je suis, de septembre à nos jours, une telle session d'une telle durée est rare, Monsieur le Président. Il faut signaler que plus de 2 milliards de francs CFA ont été remboursés, alors que 1,2 milliard de dommages et intérêts ont été retenus. Le camp de garde de Tomikoro-Bougou dispose désormais de 3 bâtiments rénovés et équipés. Les travaux ont coûté près de 800 millions de francs CFA, cela grâce à la collaboration avec ECAP Sahel Mali. Les détails avec Abdul Karim Kaba. 3 bâtiments, à savoir celui des ressources humaines, les dortoirs et le poste de contrôle ont été rénovés, agrandis et équipés. Ces réalisations ont été faites au camp de garde grâce à la collaboration avec ECAP Sahel Mali. L'occasion est d'ailleurs opportune pour rappeler quelques-unes des nombreuses réalisations de ECAP au profit de la garde nationale du Mali. On peut citer entre autres les pôles sécurité, développement et de gouvernance, PSDG, de Konna et de Tomignan. Je m'en voudrais si je ne magnifiais pas la qualité de ces ouvrages qui ont permis à nos unités de Konna et de Tomignan de tenir ferme et de repousser les groupes armés terroristes qui ont tenté des assauts sur nos positions. En effet, les aménagements et les fortifications de ces PSDG offrent à nos unités de combat une bonne liberté de manœuvre et des créneaux de feu admirables. Les travaux ont coûté environ 800 millions de francs CFA. Cette cérémonie est la dernière du chef de mission de ECAP Sahel Mali. Le projet finalisé que nous inaugurons aujourd'hui a été réalisé à votre demande et en partenariat avec vos services. Le nouveau mandat de la mission ECAP Sahel Mali débutera le 1er février 2023 pour 2 ans. Il maintiendra un focus sur le renforcement structurel et opérationnel des capacités des forces de sécurité intérieure, un enjeu sécuritaire majeur pour le Mali et pour ses populations. Les 2 grands bâtiments R+1, plus le poste de police et 2 préaux. Donc c'est une très grande satisfaction qui m'anime parce que ces différentes constructions rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes, chose que le chef suprême des armées nous instruit en longueur de journée pour prendre en compte ces différentes préoccupations. Et le deuxième aspect, je tiens à remercier ECAP Sahel pour avoir réalisé ces infrastructures au profit de la garde nationale. ECAP Sahel accompagne les forces de sécurité depuis un certain temps et de façon très significative. Les réalisations vont offrir un cadre idéal de travail aux gardes. Fin de la formation des officiers de la 11e promotion de l'école d'application des officiers de Kati. La formation a duré 6 mois. Le point avec Mamadou Fané. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité au Mali passe par des ressources humaines de qualité, bien formées et jouant pleinement leur partition. Et l'école d'application des officiers de Kati compte relever ces défis. La cérémonie de fin de formation des officiers de la 11e promotion de cette école reste une parfaite illustration avec la sortie de 55 officiers qui viennent ainsi de recevoir leur diplôme. Ils appartiennent tous à la 44e promotion de l'école militaire interarmes, baptisée équipage du Super Tucano Tango Zulu 04 Charlie. Au cours de la formation, ces officiers ont acquis les qualités intellectuelles et morales qui sont entre autres la discipline, le dévouement, la loyauté, l'honnêteté et l'objectivité, l'exemplarité du comportement, la modestie et l'esprit de sacrifice pour l'intérêt général. Durant 6 mois, ces 55 officiers, dont 7 femmes, ont acquis des compétences dans la conduite d'une section, des notions de gestion d'une troupe et la conduite de l'entraînement physique des hommes. La cérémonie de ce matin marque non seulement la fin de la formation et la remise de diplômes, mais aussi le début d'une nouvelle partie de carrière de leader de contact, mieux outillés
mieux préparés à faire face à leurs responsabilités futures. Conformément aux directives du chef d'état-major général des armées, je vous instruis en toutes circonstances de commander et décider avec professionnalisme. De sa création en 2002 à nos jours, l'école d'application des officiers de Kati a formé 454 officiers dont un stagiaire étranger. La fin de la formation de ces nouveaux récipiendaires vient renforcer les capacités opérationnelles des FAMA. Les douanes maliennes, au rythme de l'évolution du numérique, ce service d'assiette vient de mettre en service une application. Elle facilite aux usagers l'information sur les procédures douanières et les investissements. Les détails avec Al-Husseini Touré. Malgré la crise qui sévit dans notre pays, les douanes maliennes ne cessent de se surpasser pour d'une part contribuer aux caisses de l'État et d'autre part se moderniser pour répondre aux besoins des usagers. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle application dénommée Douane malienne a été mise en service dans les locaux de l'aéroport international Modibo Keïta. Il s'agit d'une application accessible, disponible et facile d'utilisation. C'est une application, c'est de travailler par rapport à l'usager ou à l'investisseur qui arrive pour la première fois au Mali. C'est faire en sorte qu'il ne soit pas désorienté. C'est-à-dire au moment où il est en train d'attendre son colis sur le tapis, qu'il puisse rapidement consulter cette application, avoir une idée sur les procédures douanières, au-delà même des procédures douanières, et une idée sur le code des investissements au Mali, quelqu'un qui veut bien investir au Mali. L'activité entre en droite ligne des objectifs définis par le gouvernement. Ça se situe dans le cadre de la mise en œuvre des grandes réformes que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau de la direction générale des douanes. Et ça fait partie des éléments qui contribuent à amener plus de transparence, à mettre l'information à disposition. La démarche est jugée louable par les aéroports du Mali qui trouvent en cette initiative une occasion pour montrer une bonne image de l'aéroport. Je voudrais les notifier que nous allons vraiment les assister à ce qu'on ait plus d'écrans et faire en sorte que nous puissions même avoir des écrans beaucoup plus grands que ça, qui vont permettre aux passagers à leur arrivée de pouvoir accéder rapidement aux informations. Cet événement intervient au moment où les douanes maliennes célèbrent la journée internationale des douanes. La Direction nationale des eaux et forêts présente son bilan 2022 et la programmation des activités de 2023. Des activités essentiellement liées au reboisement, à la gestion durable et à la préservation des ressources forestières et fauniques du pays. Jules Sambou-Sissoko. La rencontre annuelle du bilan de l'année 2022 et de programmation au titre de l'année 2023 de la Direction nationale des eaux et forêts porte sur des événements majeurs et des actes qui ont marqué l'évolution de la structure ainsi que les nouvelles dispositions sur le plan législatif et réglementaire en matière de gestion des ressources forestières et fauniques. L'année 2022 a été marquée par le déploiement d'importants efforts par le département de tutelle et ses partenaires ayant entraîné la dotation de la Direction nationale et des directions régionales en véhicules, motos, matériel informatique, mobilier de bureau, équipement militaire et du siège du CIFOR. À ceci s'ajoute l'introduction dans le circuit d'approbation au niveau du secrétariat général du gouvernement des textes relatifs à la création de la Direction générale des eaux et forêts et l'attribution pour la première fois de la médaille d'honneur des eaux et forêts aux récipiendaires forestiers. Au cours de l'année 2023, les efforts d'ensemble doivent être soutenus par des résultats tangibles dans l'amélioration du contrôle forestier. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers la Direction nationale des eaux et forêts, s'est engagé dans une lutte de longue haleine contre les occupants illégaux des domaines classés, notamment le cas récent de la forêt de Kékoro. Nous sommes tous interpellés, autorités administratives, politiques et techniques, pour trouver des solutions durables à ces phénomènes nouveaux qui profitent de ces individus et non à l'État. La rencontre de 3 jours regroupe les officiers directeurs régionaux des eaux et forêts et le niveau national. Célébration demain de la journée internationale de la protection des données à caractère personnel. Le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, délivre un message à la population sur la responsabilité partagée
dans la diffusion de certaines données personnelles. Il appelle à la prudence et rappelle les missions de l'autorité qui est la préservation et la protection des données personnelles des internautes. Dr Mamoudou Samasekou est au micro de Bemba Sibi. Le 28 janvier consacre chaque année, et ce depuis 2007, la Journée internationale de protection des données à caractère personnel. L'installation de l'autorité de protection des données à caractère personnel vient davantage confirmer la ferme volonté des plus hautes autorités du Mali à conforter l'état de droit. Contre les violations inhérentes au secret des renseignements personnels, l'APDP se révèle être ces renforts supplémentaires qui fortifient les dispositifs nationaux mis en place contre toute forme de transgression relative à la communication électronique. Il s'agit, à travers cet acte hautement responsable, de garantir le traitement de toutes données informatiques sous quelque forme que ce soit, dans le respect strict des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques et morales et de la société civile. Instrument de veille au respect de la confidentialité des données informatiques, l'APDP veillera à la promotion du droit à l'éducation au numérique pour tous. Le respect et la protection du droit à la vie privée constituent une responsabilité partagée qui ne peut être du seul ressort des autorités de protection des données. Cette responsabilité nécessite également une vigilance et une implication sans faille de plusieurs acteurs au sein des gouvernements, des entreprises et de la société civile. La protection des données personnelles doit être totale, inclusive et transnationale. 308 millions de francs CFA, c'est le budget 2023 du CIGEM, Centre d'information et de gestion des migrations. La structure a réalisé plusieurs activités de sensibilisation, de formation et d'insertion de migrants de retour au pays en 2022. Information issue de la troisième session ordinaire de son conseil d'administration. Jules Sambou-Sissoko. Les membres du conseil d'administration du Centre d'information de gestion des migrations ont examiné et adopté 5 documents, dont le programme d'activité 2023 et le budget de l'exercice, le rapport annuel de performance et le projet de performance au titre de l'année 2023. Le CIGEM va poursuivre le développement de ses capacités d'intervention en parfaite collaboration avec les partenaires stratégiques. Aujourd'hui, la migration en tant que facteur de croissance est au cœur des préoccupations de notre département et ses partenaires, avec pour objectif clé faire d'elle un atout pour le développement de notre pays. Pour ce faire, nous continuons à travailler avec les structures publiques, parapubliques, les organisations du secteur privé, les partenaires en vue de conclure des accords et conventions de partenariat pour augmenter notre domaine d'intervention. Pour l'exercice 2022, le CIGEM a mené plusieurs activités de sensibilisation sur les dangers et les risques de la migration irrégulière, ainsi que la formation et l'insertion de migrants de retour. Le budget 2023 est estimé à plus de 308 millions de francs CFA. L'année a été très difficile pour les finances avec la baisse drastique du budget réduisant ainsi nos activités programmées. Mais nous avons pu lancer l'étude d'élaboration de la stratégie globale de mobilisation des ressources pour l'accomplissement des missions du CIGEM. Nous espérons que les résultats de cette importante étude vont permettre au CIGEM de générer ses propres ressources. Observatoire des migrations au Mali, le CIGEM est un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel. Autre conseil d'administration, celui de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation des établissements de santé. Le budget 2023 de la structure se chiffre à plus de 723 millions de francs CFA. Nouhoum Sissoko. Cette session du conseil d'administration, la toute première de l'ANAES, Agence nationale d'accréditation et d'évaluation des établissements de santé, fait le point sur l'état d'exécution des activités et du budget de 2022, examine le projet de budget et le plan opérationnel au titre de l'année 2023. L'année 2022 a été marquée par les réalisations suivantes. L'évaluation de la performance de 14 hôpitaux, la tenue de l'atelier national de validation des résultats de l'évaluation de la performance des hôpitaux et de révision des indicateurs, le budget de l'agence pour l'exercice 2022, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 613 270 835 francs CFA, a connu un taux d'exécution budgétaire global de 83,10%.
Le projet de budget de l'année 2023 soumis à votre adoption est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 723 348 656 francs CFA, soit une augmentation de 17,94% par rapport à 2022. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ANAES doit faire face à certaines difficultés. Le projet d'extension avec la construction de nouveaux bureaux et salles de travail demeure une priorité. Le parc automobile est vieillissant et son renouvellement est nécessaire pour la réalisation des activités d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé sur le terrain. Selon le directeur général, 2023 symbolise la première année de démarrage des activités de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation des établissements de santé. Elle sera marquée par la validation du manuel de procédure administrative, financière, comptable et opérationnelle, mais aussi par l'élaboration de manuels et outils d'évaluation des établissements de santé publics et privés et la signature de conventions avec les acteurs de l'assurance qualité. Ce qui nous conduit au point Covid du jour. Ce vendredi, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 192 tests réalisés. On note un patient guéri et pas de décès. À ce jour, 2 patients sont placés sous traitement. L'ANP vient de mettre à la disposition de certaines victimes de guerre un chèque géant. Le fonds vise à former 35 demandeurs d'emploi dans les corps de métier du BTP, ce qui devrait contribuer à l'autonomisation des bénéficiaires par la création de plusieurs emplois directs. Le point avec Batraoré. C'est par la remise d'un chèque géant de 5 millions de francs CFA que le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle lance le programme de formation des victimes des guerres de la région de Tombouctou au titre de l'année 2023. 35 demandeurs d'emploi dans les corps de métiers des BTP sont bénéficiaires de ce projet qui va permettre de créer 70 emplois fixes. Les secteurs économiques renaissent et donc l'ANPE, dans son rôle de contribution à la politique nationale de l'emploi, assure ces rôles-là, assure donc à atteindre ces objectifs afin d'insérer le demandeur d'emploi dans les filières porteuses de chaque zone. L'initiative s'inscrit en droite ligne des objectifs qui se fixe le service social des armées. Ce soutien vraiment vient à point nommé. Ça permettra de soutenir les efforts du ministère de la Défense des anciens combattants. Donc les 5 millions-là seront un soutien efficace pour la mise en œuvre des projets initiés par la direction du service social des armées. La stabilisation militaire et sécuritaire doit être nécessairement accompagnée de la stabilisation pour l'emploi. Les deux vont ensemble. Les zones sont libérées, les personnes ont besoin d'emploi pour pouvoir booster les activités économiques. Donc aujourd'hui, lancer la remise d'un chèque géant de 5 millions de francs CFA, cela participe à la stabilisation de la région. Cette opération de soutien fait suite à celle faite à l'endroit des victimes des guerres de la région de Gao en décembre dernier, selon la direction générale de l'Agence nationale pour l'emploi. Le service social des armées vient d'offrir un centre multifonctionnel à l'association des femmes du camp de Tombouctou, coût de l'infrastructure qui sera inaugurée dans 3 mois, plus de 60 millions de francs CFA. Le service social des armées est accompagné par l'ANPE et la Force civile. Idrissa Goulou Sissoko. Un centre multifonctionnel d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA pour l'association des femmes du camp de Tombouctou, qui sortira de terre d'ici 3 mois. 35 jeunes du camp formés dans les métiers du BTP, carrelage, électricité bâtiment, électricité photovoltaïque et la plomberie. Ce sont les cadeaux offerts par le service social des armées avec l'appui de ses partenaires qui sont l'ANPE et la Force civile. L'objectif principal est de permettre à ces familles d'être intégrées dans le circuit économique et social. La pose de la première pierre de cet édifice constitue pour nous un événement très important car elle témoigne de la volonté de toute la nation malienne dans toutes les composantes à vouloir œuvrer pour le bien-être des militaires et leurs familles. L'ANPE, avec la direction des services sociaux des armées,
organise ces sessions d'information et insertion pour 35 demandeurs d'emploi, donc pour 30 emplois directs et pour 70 emplois indirects. Au niveau du centre de formation aussi multifonctionnel, l'ANPE interviendra aussi dans le cadre de perfectionnement et de reconversion. La forçade civile, en plus de contribuer à la construction du centre multifonctionnel, n'est pas venue les mains vides. Il y a de cela quelques mois, le service social, toujours en partenariat avec la forçade civile, nous avons organisé un téléthon. Donc à l'issue du téléthon, nous avons promis aux téléspectateurs et aux donateurs que 3 centres multifonctionnels verront le jour, notamment à Gao, Tombouctou et à Mopti. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de Tombouctou pour poser la première pierre et la forçade civile et même la coordination des femmes solidaires, nous en avons profité pour faire des appuis aux femmes des camps. La région se réjouit de cette activité qui a consisté à la pose de la première pierre d'un centre multifonctionnel au profit des femmes du camp et le lancement d'une formation au profit de 35 jeunes du camp de Tombouctou. Ces deux activités viennent s'ajouter à la longue liste des réalisations des autorités de la transition dans la région de Tombouctou. Pose de la première pierre du centre, visite aux apprenants et la remise d'une tonne de riz par le président de la Chambre régionale d'agriculture ont été les derniers temps forts de cette cérémonie. Accueil formation de 30 jeunes porteurs de projets afin qu'ils soient en mesure de créer des emplois et faire intégrer d'autres jeunes. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Archipelago Mali en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Mouriba Keïta. L'étude du marché, le plan de financement, le seuil de rentabilité, la comptabilité, ce sont entre autres modules qui seront dispensés aux participants au cours de cette session de formation des jeunes porteurs de projets ACAI. 5 jours durant, cette formation mobilisera les jeunes porteurs de projets de la région à travers des appuis conseils sur les projets d'entreprise et sur la formulation de requêtes de financement. Ce projet Archipelago vise à soutenir la création d'emplois à la fois durables et décents en Afrique centrale et de l'Ouest. Pour réussir, la formation est indispensable. Les jeunes de CAI en particulier et les jeunes du Mali en général ont vraiment besoin de formation en entrepreneuriat parce que c'est la seule chose qui peut vraiment nous éviter les immigrations irrégulières et propulser la jeunesse malienne vers l'entrepreneuriat et le développement. C'est un projet qui s'articule autour de 3 composantes, à savoir la composante entrepreneuriat des jeunes porteurs de projets, la composante boucherie-viande et la composante mécatronique. Je demanderais aux jeunes de se former, d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat au Mali est une réalité. On peut rester au Mali, entreprendre et réussir. À titre de rappel, le projet Archipelago Mali couvre 3 chambres consulaires partenaires, à savoir la Chambre des métiers et d'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie et l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali. Et terminons cette édition avec un mot de sport, championnat d'Afrique des Nations. Chan, le premier quart de finale a vu la victoire de l'Algérie 1-0 devant la Côte d'Ivoire. Le deuxième quart de finale oppose en ce moment même le Sénégal et la Mauritanie. À suivre demain, les 2 derniers quarts de finale, Madagascar-Mozambique à 16h sur ORTM 1 et Ghana-Niger à partir de 19h sur ORTM 2. Et c'est cette actualité sportive qui met fin donc à ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Excellent moment de télévision à toutes et à tous. Bonsoir.